Bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour venir assister à ce débat sous cette coupole du Grand Palais où nous célébrons le bicentenaire du Figaro sur le thème de la liberté. Eh bien, de liberté et de journalisme, voilà ce dont nous allons débattre tout de suite avec mes invités. Mais avant de commencer, je voudrais placer cette conversation sous le haut patronage d'un personnage que vous avez vu juste avant dans le documentaire du Figaro. Ce personnage s'appelle Hippolyte de Villemezan. Ça a été le grand fondateur du Figaro moderne. Et il avait à cœur cette liberté d'expression qu'il a défendue sous tous les régimes, sous la monarchie, sous le régime de Napoléon III, sous la Commune qui avait interdit le Figaro à l'époque. Et voilà ce qu'il disait sur le Figaro. Je vais vous citer cette phrase qui sera un bon début pour notre conversation. Il disait: ce que je veux avant tout, c'est que le Figaro soit une arène ouverte et libre, où sans abdiquer leurs convictions personnelles, sans compromettre leur passé et leur avenir, puissent descendre et s'aborder courtoisement tous les écrivains de talent, partis de points de vue les plus divers. Et bien voilà, dans l'état d'esprit dans lequel je voudrais mener cette conversation au Grand Palais cet après-midi. Bienvenue. À tous les deux, Natacha Polony, Mathieu Bock-Côté, merci d'avoir accepté ce débat. Natacha Polony, vous avez été journaliste au Figaro pendant de nombreuses années. Vous avez été journaliste au service société. Il me semble que vous suivez les sujets d'éducation, sujets qui vous tiennent à cœur. Et vous avez ensuite tenu pendant 7 ans une chronique dans les pages débat du Figaro jusqu'à 2018 où vous êtes parti à Marianne pour diriger Marianne. Et aujourd'hui, vous ne dirigez plus Marianne, mais vous avez lancé un nouveau média, ce qui est courageux dans les temps que nous vivons. Un média écrit, en plus, une revue qui s'appelle L'Audace et que je recommande à tous nos téléspectateurs et à vous tous qui êtes présents sous cette coupole du Grand Palais. L'Audace, c'est une revue qui est donc papier, financée par ses lecteurs jusqu'à présent et qui rassemble des gens d'opinions diverses autour d'une démarche volontariste pour défendre la France et la République, des sujets que vous défendez avec constance depuis de nombreuses années. Merci d'être là. Merci à tous d'être présents. Merci. Mathieu Bock-Côté, je ne vous présente pas à nos lecteurs du Figaro qui vous connaissent et qui vous lisent, puisque vous avez pris la succession de Natacha Polony dans la chronique du samedi au Figaro. Et vous ravissez nos lecteurs par votre plume aiguisée. Et vous avez publié il y a très peu de temps, à l'automne dernier, un nouveau livre qui s'appelle Les deux Occidents, aux presses de la Cité, où vous abordez très largement la question de la liberté d'expression, de la liberté médiatique, qui, selon vous, est menacée, notamment en Europe. Alors, je voudrais commencer cette conversation par une question assez large. Je vais commencer peut-être par vous la poser à vous, Natacha. Vous qui êtes dans le paysage médiatique français depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est plus large en France qu'auparavant? Est-ce qu'on peut débattre de davantage de choses, notamment dans le paysage médiatique? Je pense que cette question n'apporte pas une réponse lapidaire qui serait oui ou non. Ma première tentation est de vous répondre, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de liberté. Quand j'ai commencé comme jeune journaliste en 2002, sur les questions d'éducation, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas écrire. J'ai commencé par enquêter, j'avais été enseignante, j'avais vu de l'intérieur le système éducatif et donc j'ai écrit des articles assez critiques sur l'état du système éducatif. J'interrogeais des professeurs qui commençaient à se rassembler dans des associations, sauver les lettres à l'époque. Et immédiatement, mes confrères m'ont expliqué qu'on n'avait pas le droit d'écrire ça, que le niveau baissait, que le niveau de maîtrise de la langue était inquiétant. On n'avait pas le droit d'écrire ça. Premièrement, parce que des sociologues brillants avaient écrit que le niveau montait. Et donc, il était réactionnaire de nier cela. Et deuxièmement, les professeurs que j'interrogeais n'étaient pas une source officielle. La source officielle qui disait la vérité, c'était la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale qui expliquait, entre autres, que les années 1985 à 1995 constituaient les 10 glorieuses de l'éducation nationale parce que le nombre de bacheliers avait doublé. Donc c'est pour vous dire qu'à l'époque, on pouvait se sentir très seul quand on était journaliste. Et j'ai passé beaucoup de temps sur des plateaux de télévision
véritablement très, très, très seul face aux autres intervenants. Cette chape de plomb qui existait à l'époque a sauté. Elle a sauté de façon extrêmement puissante, justement parce que c'était une chape de plomb violente. Et là, je parle des questions d'éducation, mais je pense que sur divers sujets, par exemple les sujets économiques, quand il s'agissait de se poser la question, par exemple, des limites du libre-échange, de la fameuse mondialisation heureuse dont on s'aperçoit aujourd'hui que c'était peut-être une illusion, bon, tout ça était assez compliqué et j'ai connu des journalistes économiques qui ont été licenciés. Alors non pas officiellement pour ce qu'ils écrivaient, mais comme ils avaient malencontreusement défendu des choses aussi absurdes que le protectionnisme ou des choses comme ça, quand il s'est agi de licencier, ils étaient les premiers sur la liste. Voilà. C'est comme ça que ça se passait. Ce moment-là, justement, a trouvé ses limites, puisqu'aujourd'hui, il y a au contraire une diversité dans le paysage politique. Dans le paysage médiatique, pardon, mais c'est lié. Le problème, me semble-t-il, c'est que la violence de cette bien-pensance, pour reprendre les termes, par exemple, qu'utilisait Jean-François Kahn, cette pensée unique journalistique, cette violence a engendré des réactions qui peuvent parfois être des réactions de radicalisation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une fracture dans le monde médiatique. C'est-à-dire que le pluralisme existe, mais il n'existe plus au sein des rédactions elles-mêmes. Vous avez dans les médias, et c'est une nouveauté pour les médias audiovisuels, des lignes éditoriales différentes, de telle sorte que la question qui se pose, c'est formons-nous encore une communauté politique quand nous avons des citoyens qui vivent dans des réalités parallèles. Donc je pense que c'est cela la question qui se pose, et derrière, on ne peut pas poser, je termine là et je laisse la parole à Mathieu, mais on ne peut pas poser la question aujourd'hui de la liberté d'expression sans s'interroger sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont le moyen d'information désormais majoritaire pour les plus jeunes. On va reparler des réseaux sociaux, bien évidemment. Mathieu Bocoté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce qu'on n'est quand même pas un peu plus libre aujourd'hui qu'on a été à la grande époque de la pensée unique? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y avait une pression idéologique au conformisme progressiste mondain dans les années 90, c'est-à-dire dans les suites de la chute du mur de Berlin, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct, la pensée unique, sont absolument étouffants, sans le moindre doute. Et de ce point de vue, aujourd'hui, sur le marché des idées, dans la vie publique, il y a des points de vue qui, hier, étaient refoulés à la périphérie lointaine du débat public, dans des publications marginales auxquelles personne n'avait accès. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup plus de points de vue, je ne dirais pas autorisés, mais présents dans la vie publique, en bonne partie, on l'a dit, à cause de l'arrivée des médias sociaux, de la diversité des chaînes info. Et surtout parce que le réel a repris ses droits. C'est-à-dire que chercher désespérément à expliquer aux Français, par exemple, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de submersion migratoire, il faut faire preuve d'une imagination théorique exceptionnelle qu'on ne peut la trouver qu'au Collège de France et sur le service public. Mais, cela dit, il y a une diversité de points de vue qui existe, mais au même moment, on assiste à la multiplication des lois répressives en Europe occidentale pour interdire deux choses. Ce qu'on appelle les propos haineux, et la notion de propos haineux s'est tellement étendue en l'espace d'une vingtaine d'années qu'aujourd'hui, vous pouvez, toute remise en question de ce que le progressisme, justement, considère encore comme sa vérité officielle, et il contrôle encore, quoi qu'on en dise, l'université, globalement les médias publics, globalement la magistrature, et il y a tout un dispositif répressif qui tourne autour de la 17e chambre, par exemple, qui fait que vous pouvez être poursuivi pour délit d'opinion régulièrement. Eh bien, il y a aujourd'hui la possibilité d'être poursuivi pour délit d'opinion un peu partout en Europe occidentale. C'est original. Et ensuite, la fameuse question de la désinformation. On est dans un environnement où on nomme désinformation toute remise en question du récit dominant, et on cherche à faire des lois aujourd'hui pour lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation, dans les faits pour restaurer un récit médiatique unique, sinon hégémonique.
Et de ce point de vue, je pense que sur le plan juridique, sur le plan administratif, la liberté d'expression est en bien plus mauvais état aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, on en a gagné en quelque sorte sociologiquement, mais on en a beaucoup perdu juridiquement. Et moi, je ne suis pas de ceux qui négligent la censure qui vient du haut. C'était la mode ces dernières années de dire « je m'inquiète de la censure qui vient du bas ». Oui, très bien, mais je m'inquiète beaucoup, moi, de la censure de l'État. Et l'État est un État censeur aujourd'hui partout en Occident. Natacha Polony, justement, il me semble que vous-même, vous avez été victime de cette judiciarisation du débat, puisque vous avez été poursuivi dans les tribunaux pour des propos que vous avez tenus. Est-ce que vous inquiétez aussi de cette forme de censure avec des lois qui encadrent ce qu'on peut dire ou pas dans un débat public ? Oui, pour préciser, la seule fois de ma vie que je me suis retrouvée devant un tribunal, c'était pour négation de crimes contre l'humanité, à cause d'un débat sur le Rwanda, dans lequel j'expliquais à quel point je pensais que Paul Kagame n'était pas le sauveur qui nous était présenté, mais qu'il avait lui-même, en parallèle du génocide auquel il a mis fin, du génocide des Tutsis du Rwanda, qu'il avait participé et qu'il perpétrait des crimes de masse. Et cela m'a valu, donc, cette... C'est quand même très inquiétant. Alors, je vais vous dire une chose, la justice française est immense, parce que ce qui s'est dit pendant ces 2 jours d'audience était d'une qualité de réflexion, de connaissance historique que, hélas, vous ne trouvez pas dans les médias puisque ça n'est pas retransmis. Mais c'est pour vous dire que, bien sûr, qu'il y a une pression qui est organisée par des associations, en l'occurrence des associations qui se battaient pour défendre Paul Kagame et son pouvoir, qui est un pouvoir dictatorial. Donc tout cela, c'est une pression judiciaire et, en effet, il y a une forme de tentative pour faire taire sur certains sujets par les accusations. Et c'est pour cela que certaines lois, notamment les lois qui judiciarisent l'histoire, sont toujours problématiques. Donc oui, il y a des offensives juridiques. On peut ajouter, pour aller sur le terrain qu'évoquait Mathieu Bock-Côté, que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une jungle que sont les réseaux sociaux, qui permettent une expression libre. Les réseaux sociaux étant de culture américaine, sont fondés sur 2 éléments qui sont constitutifs de la société américaine. Le free speech, la liberté d'expression telle que l'a garantie le premier amendement de la Constitution américaine, et le communautarisme. Et que les réseaux sociaux ont un mode de fonctionnement qui a tendance à mettre en avant cela. Ce qui n'est pas exactement notre organisation de la société. Dans ce cadre-là, tout le monde s'interroge pour savoir, faut-il réguler ces réseaux sociaux ? Y a-t-il des limites à la liberté d'expression ? Cette question-là, c'est une question que nous devrions nous poser collectivement. Pourquoi ? Parce que ça relève de notre conception de la démocratie. Ce qui est problématique, c'est premièrement le fait que tout ça est fait en dehors de l'assentiment des citoyens. Quand Elon Musk a racheté Twitter, il a sorti des échanges de mails, on appelle ça les Twitter Files, des échanges de mails qui émanaient des mois précédant son rachat et qui montraient que l'administration démocrate américaine avait en fait s'était mise d'accord avec la direction de Twitter pour masquer en quelque sorte certains messages, c'est-à-dire qu'on appelle ça alors en anglais du shadow banning, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que des articles, que des propos disparaissent par la magie des algorithmes. Bon, et bien cela, c'est quelque chose qui est pratiqué aussi en Europe. Le débat que nous devons avoir, c'est est-ce que la régulation des propos, que ce soit dans les médias ou que ce soit surtout, puisque ça se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, est-ce que cette régulation doit aboutir à une censure de certains propos ? Je suis la première à penser qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. C'est une question de protection de l'enfance. Mais quand j'entends Emmanuel Macron dire « il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans », parce que, comprenez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, en 3 clics, vous tombez... Alors, sur un contenu islamiste, je suis d'accord, c'est problématique, mais il ajoute
ou sur un contenu d'extrême droite. Et là, je suis navrée, mais je pense que la couleur politique des propos n'a pas à entrer en ligne de compte. Donc il va falloir que nous ayons un débat de fond sur ces questions-là. Mathieu Bocoté. Alors, dans ce débat, je prends la position suivante. Tout devrait être permis sauf deux choses, l'appel à la violence et la diffamation. Pour le reste, je crois que nous devons plus que jamais avoir une conception maximaliste de la liberté d'expression. Or, en ce moment, et j'y reviens parce que je pense que ce n'est pas un détail juridique, je vais donner quelques exemples des intentions qui viennent d'en haut pour réguler la liberté d'expression d'une manière ou de l'autre. En 2023, si je ne me trompe pas, il y a un colloque organisé par l'Institut Iliade, on pense ce qu'on veut, en l'honneur de Dominique Vénère, qui s'était suicidé à Notre-Dame. Encore une fois, on en pense ce qu'on veut, puis on peut ne pas apprécier le personnage. Le colloque est interdit parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven. Parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven. Autrement dit, c'est Minority Report, le film, ou la nouvelle si vous préférez. Donc, parce qu'on craint que dans tel événement, on dise des choses qui vont aller contre la loi, on interdit à l'avance un événement. De même pour de nombreuses manifestations. Quand, tout récemment, il y a 2 ans, je crois, un député français propose une loi pour étendre l'interdiction des propos haineux au domaine privé ou non public. Alors là, donc, je m'excuse, on avait déjà eu c'est déjà une loi en Écosse, c'est déjà une loi en Irlande. Donc l'idée est la suivante, vous êtes chez vous, vous avez une conversation, parce que c'est très concret tout ça. Vous avez une conversation chez vous, et là, parce que l'argument, c'est ce que vous ne pouvez pas dire au bar ou au pub ou au bistrot, vous ne pourriez pas le dire chez vous. Donc en Écosse, eh bien, il y avait cette idée qu'il fallait dénoncer aux autorités les propos haineux tenus à la maison. Alors moi, je m'inquiète de ça. J'ai donc finalement, c'est le contrôle de la conversation sur l'oreiller. Je m'inquiète de ça publiquement. Je dis, avec ça aussi, c'est l'appel à la délation. Parce qu'objectivement, imaginez le scénario. Vous êtes père de famille ou mère de famille, vous recevez vos enfants chez vous, et là, votre garçon ou votre fille fréquente un militant LFI radicalisé. Inévitablement, ce type-là voit du racisme partout. Donc, qu'est-ce qui se trouve? Eh bien, tôt ou tard, il va vouloir vous dénoncer pour propos haineux tenus à la table quand vous allez confesser que, franchement, il y a peut-être un peu trop d'immigration. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valorisation de la délation. Parce qu'il ne peut y avoir de surveillance des propos haineux tenus dans le privé qu'avec la délation. Vous me direz, tout ça est très étranger, c'est pas français. Pas du tout. Exemple français. Un député français propose donc, je l'ai dit, d'étendre l'interdiction des propos haineux au domaine privé. Alors, comme on dirait en bon québécois, je pète un plomb, je fais une chronique dans le Figaro pour dénoncer ça, j'en parle sur CNews, et ce monsieur me téléphone, très inquiet, en disant « Monsieur, c'est faux, je ne veux pas réguler les conversations sur l'oreiller. » Je dis « Bon, d'accord, l'oreiller, vous me laissez là. » Mais, à la maison, il dit « Bon, c'est plus compliqué, mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est la table à café. Pas la machine à café. » Je dis « Ah bon? » Il me dit « Oui, que faites-vous des propos antisémites qu'on pourrait tenir à la machine à café en entreprise? » Je dis « D'accord, je les condamne, la question n'est pas là, mais je vais aller un peu plus loin. Pour vous, cher monsieur le député, la théorie du grand remplacement, hein, c'est une théorie conspirationniste et raciste d'extrême droite. » Il dit « Oui, mais si quelqu'un dit « Il y a un grand remplacement à la machine à café, c'est un propos haineux tenu en privé, est-ce qu'on devrait le dénoncer? » Et plutôt que de me répondre « Mais vous êtes fou, je ne pensais pas à ça », il me dit « C'est une bonne question. » Eh bien, moi, que dans la tête des législateurs français d'extrême centre, on ait aujourd'hui cette idée qu'il est légitime de réguler les conversations comme celle-là. Quand un député de la droite dite républicaine, qui est aujourd'hui au gouvernement comme ministre, propose un projet de loi pour interdire dans l'espace public les propos anti-républicains, eh bien, est-ce que je dois désormais interdire un colloque, je ne sais pas, de l'Amicale, la Société des Amis de Joseph de Maistre, qui déciderait de relire les soirées de Saint-Pétersbourg de manière favorable? C'est pas très républicain, hein? Donc ça, le problème, c'est que si je me fie au texte qui a été présenté, et les députés LR, plusieurs l'ont signé, eh bien oui, on devrait retrouver ces gens-là devant les tribunaux. Donc, franchement, devant cela, devant comment dire, l'ardeur des législateurs à étendre toujours le périmètre de l'interdit, devant cela, tel un rancher américain, je dis back off. Alors, je voudrais que... parmi ces tentatives que vous avez citées de réguler l'espace médiatique et peut-être de le censurer, on a eu une intervention du président de la République auprès des médias locaux qui a fait polémique à l'automne. On va l'écouter, où il propose une labellisation des médias, et je voudrais entendre votre réaction là-dessus. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie
de gens qui manipulent de l'information. Natacha Polony, est-ce qu'il faut labelliser les médias? Je sens que vous percevez quelle va être ma réponse à votre question. Intuitivement. Je sais que vous êtes pour les labels concernant la gastronomie, mais pour les médias, voilà, j'attends votre réponse. Alors, oui, parce que c'est la République qui a inventé les appellations d'origine contrôlée en 1935 pour préserver des savoir-faire et une histoire. C'est sensiblement différent. Cette question de la labellisation, c'est un serpent de mer. C'est en effet une forme de contrôle de l'information et on peut comprendre que dans un moment où les réseaux sociaux diffusent des informations absolument délirantes et où on a besoin que les individus, les citoyens, aient du recul vis-à-vis de ce qui apparaît sur leur téléphone, on peut comprendre qu'il y ait une réflexion. Ce qui est profondément inquiétant dans les propos du président de la République, alors ce n'est pas qu'il voudrait lui-même émettre ce label, ça c'est excessif, puisqu'il prétend que ça va être fait, vous voyez, un petit peu par une sorte de conseil de l'ordre déontologique des journalistes. Sauf qu'encore une fois, je vous ai cité tout à l'heure ce qui relevait des débats sur la question scolaire. Je peux vous citer les débats sur la question européenne. Qu'est-ce que vous appelez exactement une fausse information? Il y a des faits, bien entendu. Il y a l'interprétation des faits. En fait, à partir du moment où vous racontez des faits, une subjectivité entre en ligne de compte. Et je m'inquiète profondément des journalistes qui croient qu'ils sont parfaitement objectifs et qui estiment qu'eux font du journalisme de fait, alors que les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sont forcément dans l'opinion. L'idéologue, c'est toujours l'autre dans ce domaine-là. Vous avez en permanence dans les médias des gens qui font passer leurs opinions en fraude sous couvert d'objectivité. Parce que, comme disait Churchill, évidemment, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées, mais sans aller jusqu'au fait de trafiquer des chiffres, ça s'interprète. Et si je vous citais, par exemple, des statistiques économiques sur les explications, par exemple la désindustrialisation française, etc. Mais une fois que vous avez donné vos statistiques, la question de savoir pourquoi nous sommes dans un tel état de désindustrialisation, pourquoi ce pays est en train de s'enfoncer, nécessite un débat de fond, nécessite en fait une interprétation. La labellisation des médias consiste à dire, dans certains domaines, il n'y a qu'une seule interprétation possible. Dans certains domaines, vous ne pouvez pas aller explorer. C'est vrai, par exemple, de toutes les questions qui concernent, je ne sais pas moi, allez, quand j'ai des souvenirs, je pourrais vous citer des souvenirs des débats que nous avions autour de la Syrie, ce qui se passait à Alep. Quand vous n'avez aucun journaliste qui est capable de savoir ce qui se passe à Alep, parce qu'il n'y a pas de journaliste présent. Quand vous avez des gens qui s'interrogent pour dire est-ce que réellement les rebelles qui sont dans Alep sont des gentils démocrates ou est-ce que ce sont des islamistes? À l'époque, je vous rappelle, il était de bon ton de dire que c'était tous des gentils démocrates qui étaient en train de se faire écraser par Bachar el-Assad. Hélas, c'était des islamistes. Mais sur le moment, si vous commenciez à remettre en cause ce dogme-là, vous étiez forcément un soutien de Bachar el-Assad. Et ce que je vous dis sur les théâtres de guerre où il n'y a pas d'information est vrai dans d'autres domaines. Pendant le Covid, où certaines informations, par exemple sur l'origine du Covid, ont été déclarées comme des théories du complot. Il était totalement interdit de se dire que peut-être éventuellement on pouvait s'interroger sur le fait que c'était pas forcément le pangolin. Mais que la présence d'un laboratoire à Wuhan laissait penser que ça pouvait venir de là. Vous qui avez censuré ces Interdit. théories, ils sont revenus ensuite. Donc, tout cela pour dire une chose. Premièrement, la labellisation par des journalistes n'est pas plus sécurisée que par un pouvoir politique, parce que ces journalistes incarnent eux-mêmes une vision du monde et une subjectivité. Deuxième point, et là je pense que je rejoins Mathieu sur le fait qu'il faut garantir la possibilité de tout dire en dehors de l'appel à la haine. En revanche, c'est trop court. On ne peut pas se contenter de dire ça
et considérer que ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux et qui a une influence absolument gigantesque sur nos débats politiques est acceptable. C'est-à-dire qu'en effet, il faut une liberté, mais la liberté, c'est un processus. La liberté, ça s'appuie sur l'éducation, sur une exigence intellectuelle qui doit être donnée dès le plus jeune âge. C'est pour ça que garantir la liberté dans une société où on détruit l'éducation, où on détruit la culture, ça ne peut pas marcher et ça va aboutir à des catastrophes. Et ma différence avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est que je pense que l'Europe a fondé sa conception de la liberté sur l'idéal des Lumières, c'est-à-dire l'idée que on devient plus humain par l'éducation, la réflexion et la culture. Et que c'est ça que nous devons garantir. Ce qui me dérange dans ce débat, c'est qu'on est dans un débat pour-contre, sans jamais aller au fond de ce que nous considérons comme étant l'usage de la raison de la part des êtres humains. Mathieu Bock-Côté, sur cette labellisation des médias et sur... Alors, sur la labellisation des médias, je comprends donc que la labellisation serait confiée à un cénacle ou un soviet de journalistes qualifiés qui, eux, sont les véritables journalistes. Alors, vous avez peut-être lu dans le Figaro de ce matin, j'ai eu le privilège de débattre avec Patrick Cohen sur l'avenir des médias. En tout respect pour Patrick Cohen, je n'ai pas envie de confier à 15 clones de Patrick Cohen la responsabilité de distinguer quels sont les médias dignes du label et ceux qui ne le sont pas. Je suis fasciné par cet extrême centre qui est absolument convaincu d'être à la défense du vrai, du bien, du juste et qui est complètement étranger à ses propres préjugés idéologiques. Je nomme souvent, avec grande inquiétude, ce que j'appelle l'éditorialisation du débat, mais masqué derrière la pseudo-objectivité. Donc, quand par exemple, dans le service public, mais pas seulement, quand on répète environ 50 fois de suite le mot « extrême droite », qui peut croire un seul instant que le mot « extrême droite » n'est pas un terme utilisé pour décrier, mais seulement pour décrire? Donc, dans les faits, ensuite, je ne veux pas leur interdire de le dire. Je dis simplement qu'on a aujourd'hui, ceux qui se prennent pour les journalistes gardiens de la vérité ont leurs propres préjugés idéologiques, mais ils ont le privilège de traiter ces préjugés comme de l'objectivité. Mais j'en doute pas un instant. Monsieur, on est en train de débattre. Bon, d'accord. Monsieur... Alors, je n'ai pas dit que... Bon, qu'importe. Le point central est le suivant. Donc, j'ai commencé en disant que, parce que monsieur me disait que Patrick Cohen est un grand journaliste, je ne dis pas le contraire. Je dis qu'il pense être le seul. C'est ce qui m'inquiète. Or, dans ce débat... Dans ce débat, ce qui m'inquiète quelque peu, c'est cette idée qu'il y aurait donc une certification des journalistes. Dans les faits, à la fin, il va y avoir, on appelle ça la reprise du contrôle sur le monopole du débat public légitime. Et ça, pour moi, fondamentalement, c'est une dérive potentiellement totalitaire, ou à tout le moins autoritaire. Il y a la tentation du ministère de la Vérité, qui portait un autre nom en Russie autrefois. Et de ce point de vue, je sais que vous m'avez déjà reproché, avec raison peut-être, d'abuser des références à l'URSS pour parler de notre présent. Et pourtant, j'ai l'impression qu'une partie aujourd'hui du progressisme européen nous propose la poursuite de l'URSS par d'autres moyens, avec cette idée du Glavlit, c'est-à-dire le nouveau Glavlit, c'est-à-dire le comité de la censure et de la vérité, avec cette idée d'une presse officielle, avec cette idée du journaliste certifié, avec un vocabulaire qui a le monopole, encore une fois, des termes autorisés. Donc, j'avoue que je ne voudrais jamais d'une telle... Oui, mais Mathieu Bock-Côté, admettez quand même, et d'ailleurs je recommande à tous les téléspectateurs de lire l'interview croisée de Patrick Cohen et Mathieu Bock-Côté. Vous verrez que c'est une conversation très civilisée, avec des arguments, et qui n'est pas du tout dans l'invective, voilà, entre deux hommes de médias. Mais Mathieu, comprenez quand même que quand vous comparez parfois notre système au totalitarisme, vous êtes quand même à la télévision très souvent, vous débattez quotidiennement sur les ondes françaises. Je n'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui est censuré. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que nous sommes en URSS aujourd'hui. Je dis qu'il y a des travers idéologiques, des schèmes qui se reproduisent. L'idée de l'information certifiée, l'idée d'une vérité officielle, l'idée d'une codification de la parole autorisée sous le signe de la haine. Autrefois, on appelait ça les propos contre-révolutionnaires. Maintenant, c'est les propos haineux. Mais c'est cette même idée que certains propos sont moralement régressifs, donc ne sont pas autorisés dans la vie publique. Je considère que tout ça, nos démocraties libérales sont de moins en moins libérales. En fait, je critique aujourd'hui de l'extrême centre son illibéralisme inconscient. Par ailleurs, je me permettrais de dire, je pense que
on peut être très sévère envers les Américains, mais si je peux me permettre, le pays qui a accouché d'Harvard, qui a accouché de Stanford, qui a accouché de l'Ivy League, qui a accouché n'est pas hostile à l'idée d'un approfondissement de la culture par la liberté. Je veux dire, cette idée d'Américains qui seraient finalement, Dieu sait que j'ai des réserves sur l'actuel président, mais l'idée que les Américains seraient étrangers à l'idéalisme des Lumières est factuellement faux. Je pense qu'on peut le dire. Et par ailleurs, il y a quelquefois, il faut dire, plus de bon sens dans un homme ordinaire qui n'est pas familier avec les grands textes qu'avec un intellectuel qui, par exemple, dans les années 70, connaissait Althusser par cœur. Allez, c'est le thème du livre de Samuel Fitoussi, et pourquoi les intellectuels se trompent. Natacha Polony, vous vouliez réagir sur, oui, sur plusieurs choses. La censure, le totalitarisme. C'est une interprétation assez étonnante que de croire que j'ai fait l'éloge des intellectuels. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de l'école. Le projet de l'école républicaine, tel qu'il apparaît en 1791 sous la plume de Condorcet, c'est-à-dire l'idée que la puissance publique doit l'instruction au peuple, parce que c'est la condition même de la démocratie, parce que sinon la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Et j'ai tendance à adhérer à l'idée qui est celle de Régis Debray et qu'il évoquait dans son texte « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» Quand il disait « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» c'était en gros « Êtes-vous pour les démocraties libérales à l'anglo-saxonne ou pour la République française ?» Et il expliquait que la différence, c'est que dans la conception de la démocratie libérale à l'anglo-saxonne, il y a cette idée en fait que les citoyens vont en gros interagir, peu importe les liens qu'ils ont, peu importe la façon dont ils s'inscrivent dans le débat. Et donc une démocratie libérale peut très bien se satisfaire de gens qui ne sont pas éduqués. La République, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut que les citoyens entrent dans le débat public, s'investissent parce que c'est la chose publique, alors il y faut une éducation. Et Régis Debray avait cette phrase magnifique: la démocratie, c'est ce qu'il reste de la République quand on a éteint les lumières. Et simplement, j'ai pas cru comprendre que j'étais contre l'éducation. Si oui, il faut m'avertir. Non, mais attendez, c'est un autre débat. On va pas faire le débat sur République, démocratie ou sur l'école. Voilà. Restons sur la liberté d'expression. Je reste sur les médias parce que la liberté que vous défendez, elle est absolument nécessaire, mais elle doit s'appuyer sur cette capacité justement à débattre, sur cette capacité à discuter avec celui avec lequel on n'est pas d'accord. Et il me semble que le phénomène frappant aujourd'hui, ce n'est pas seulement la tentation de censure, non seulement de l'extrême centre, de toute une part de la gauche morale, etc. Et il est vrai qu'actuellement, cette tentation de la censure s'est déplacée de ce côté-là de l'échiquier, encore que vous avez une tentation de la censure de l'autre côté de l'échiquier politique, qui est en train de monter de façon assez inquiétante également, avec des hauts cris dès qu'une idée ne correspond pas là non plus à ce qu'on peut croire. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est l'incapacité à débattre normalement, à pratiquer ce qu'on appelle le conflit civilisé. Quand je disais tout à l'heure qu'on a un paysage médiatique qui est totalement fragmenté, c'est ça le phénomène nouveau. Quand vous avez des chaînes d'information continue, le principe de la chaîne d'information continue, c'est que ça doit être un média généraliste, c'est-à-dire un média qui vous donne une idée du monde tel qu'il est, avec, on va dire, le plus d'honnêteté intellectuelle possible, et on essaye de parler du plus de choses possibles. La structure économique des chaînes d'information continue, autant que leur évolution idéologique, fait que maintenant vous avez des chaînes de niche. C'est-à-dire que chacune a trouvé son public et parle des sujets qui l'intéressent de façon monothématique. Et quand je disais tout à l'heure que vous avez donc des gens qui vivent dans des réalités parallèles, c'est-à-dire que pour eux, le monde n'est pas le même, il ne se déroule pas de la même manière. Et donc vous avez des chaînes sur lesquelles on va discuter le plus souvent entre gens qui sont d'accord, à de rares exceptions, etc. Et vous avez évidemment sur chaque chaîne des gens qui vont apporter une forme de contradiction, mais globalement, la description du réel est totalement univoque. Et moi, c'est cela qui m'inquiète. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans la possibilité de débattre, d'entendre un discours avec lequel on n'est pas d'accord. La radicalisation, elle n'est pas le fait d'un camp politique. Là, elle est en train de monter de tous les côtés. Je voudrais, on a parlé de la liberté, mais je voudrais qu'on parle aussi de la responsabilité. Alors c'est vrai que
la labellisation des médias et probablement aboutirait à une forme de censure. Mais je voudrais vous citer un extrait du discours de Solzhenitsyn, le discours d'Harvard, le déclin du courage, où il parle de la presse. Il est très sévère contre la presse. Il dit, les médias, il dit la presse jouit de la plus grande liberté. Mais pour quel usage ? Quelle responsabilité s'exerce sur le journaliste ou sur son journal à l'encontre de son lectorat ou de l'histoire ? S'ils ont trompé l'opinion publique en divulguant des informations erronées ou de fausses conclusions, et si même ils ont contribué à ce que des fautes soient commises au plus haut degré de l'État, avons-nous le souvenir d'un seul cas où le dit journaliste ou le dit journal ait exprimé quelques regrets ? Non, bien sûr, cela porterait préjudice aux ventes. De telles erreurs peuvent bien découler le pire pour une nation. Le journaliste s'en tirera toujours. Et ça pose la question, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une forme d'irresponsabilité médiatique ? On a vu des médias qui, effectivement, sont beaucoup trompés ces dernières années et qui, finalement, n'ont jamais fait de mea culpa. Et aujourd'hui, peut-être que la défiance qu'on a envers les médias traditionnels vient aussi de ça. Ah, mais je suis d'accord. Non seulement les médias traditionnels se sont trompés, mais ils ont trompé. Et c'est un peu ça le problème. Moi, je vais vous donner, j'appelle ça jurisprudence Joe Biden. Nous avons tous été témoins pendant 2-3 ans, si ce n'est davantage, nous avons été témoins du basculement triste d'un homme dans la démence en direct. Nous étions devant un homme qui se transformait devant nous en espèce de momie brejnevienne, devant tous, et on avait un système médiatique qui nous disait en direct, contre ce qu'on voyait, c'est faux. Il n'a jamais été aussi habile mentalement. Alors que la Maison-Blanche mente. Ça va, le politique et le mensonge, ça va ensemble souvent. Donc, sharp as a tack, comme disait son attaché de presse. Mais quand des journalistes, je crois savoir sur certains plateaux, on disait, mais franchement, il est d'une vitalité intellectuelle remarquable, tout ça. Ce n'était pas dans les bas-fonds de Twitter. Ce n'était pas à la périphérie des réseaux sociaux trumpistes. C'était au cœur du service public, et pas seulement en France, partout en Occident. Et si vous nommiez ce que vous aviez devant vous, cet homme n'a plus toute sa tête, on vous dit, vous êtes un conspirationniste et en plus, vous manquez de savoir-vivre. Alors, est-ce que les journalistes nombreux qui ont participé, ont relayé cette fausse information devant nous, en nous expliquant qu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'on voyait devant nous, est-ce qu'ils devraient faire l'autocritique? Moralement, je le devine. Mais ensuite, moi, je n'ai pas cette habitude, cela dit, de me promener avec mon petit thermomètre moral en disant « Est-ce que tu as fait ton autocritique aujourd'hui? » Je pense que la meilleure régulation médiatique vient de l'existence de la concurrence. Ça, je suis un peu bas de plafond nord-américain là-dessus. Je pense que si un journal fait un mauvais travail et qu'il est possible de se tourner vers un autre journal qui fait un meilleur travail, eh bien, la meilleure régulation, elle se tient là, davantage que par l'existence de je ne sais quelle autorité qui nous dirait en dernière instance ou excusez-vous. Donc, mais je pense que l'autocritique, en fait, c'est l'éthique journalistique, c'est le devoir élémentaire d'honnêteté envers les siens. Mais par ailleurs, ce qui m'énerve encore plus, parce que ça m'a un peu énervé, je vous avouerai, l'affaire Biden, c'est qu'après coup, je crois que c'est Jack Tapper qui publie un bouquin avec d'autres pour dire « En fait, on savait depuis longtemps, puis il nous raconte ce qu'il savait depuis longtemps, ou alors il nous raconte ce qu'on savait tous depuis longtemps, mais les journalistes qui sont censés être informés découvrent 3 ou 4 ans plus tard ce que tout le monde savait depuis longtemps. » C'est l'équivalent pour moi de certains nouveaux philosophes qui découvraient autour de 1979 que l'URSS était totalitaire, mais tous ceux qui l'avaient dit avant eux étaient des réactionnaires, mais dès lors qu'ils le voyaient, il fallait célébrer leur lumière. Non, merci. Natacha Polony, sur cette responsabilité des médias. Nous sommes dans un pays, globalement, parce que bon, je vais parler pour la France, qui cultive l'irresponsabilité de façon fascinante, que ce soit de la part des médias ou de la part du monde politique. Et c'est assez frappant de voir à quel point, de toute façon, quels que soient les faits, la personne qui est responsable s'en tire toujours et c'est toujours la responsabilité est systématiquement diluée. Donc oui, il y a un problème fondamental de responsabilité et de capacité à admettre les choses. Et de fait, je remarque, en effet, là je rejoins Mathieu Bock-Côté, je remarque la capacité, mais encore une fois, des politiques comme des journalistes, à faire leur chemin de Damas, c'est-à-dire ils se convertissent, et une fois qu'ils se sont convertis, ils découvrent, je prends un exemple, je parlais d'une notion qui me tient à cœur depuis 25 ans, la question de la souveraineté. Mot que vous ne pouviez pas prononcer sur un plateau de télévision ou dans un débat politique il y a encore 4 ou 5 ans. Vous étiez immédiatement réactionnaire, vous étiez forcément crypto-fasciste, etc. Désormais, tout le monde a découvert cette idée qui me semble le fondement
de la pensée politique, à savoir que puisque la souveraineté, c'est la capacité à décider pour soi-même en dernier ressort, ça se confond avec la démocratie. Le peuple souverain doit pouvoir décider de son destin. Et donc, il y a des outils pour ça, et que quand vous dépendez du reste du monde pour votre énergie, votre alimentation, votre acier, votre chimie, vos armes, etc., de fait, pour décider pour vous en dernier ressort, c'est beaucoup plus difficile. Bon, eh bien ça... Aujourd'hui, vous avez un monde politique et médiatique qui est converti à ça. Ça y est, ils ont découvert. Mais ceux qui le disaient depuis 20 ans restent des crypto-fascistes ou des... On va dire que eux le disaient mal. Voilà, pour de mauvaises raisons. Donc ça, voilà, la conversion nouvelle, moi, ça me fascine. Les résistants de la 25e heure, je trouve que c'est extraordinaire. Mais pour autant, il me semble que le débat de fond... J'en reviens là, parce que vous avez dit tout à l'heure, Mathieu, que ce qui était important, c'était le pluralisme. Mais on ne peut pas parler de ces sujets-là, me semble-t-il, sans rentrer dans le fond des problèmes, c'est-à-dire la question du modèle économique des médias, qui fragilise le pluralisme. Quand vous avez des médias qui sont concentrés autour de, en gros, moins d'une dizaine de grands groupes industriels, le pluralisme est un petit peu plus compliqué à pratiquer, même si, contrairement à ce que pensent certains, il y a quand même des millionnaires de gauche comme Mathieu Pigasse qui finance... Vous avez des millionnaires de gauche comme Mathieu Pigasse qui financent des médias très à gauche. Mais justement, ce que vous ne comprenez... Enfin, mon problème n'est pas de dire il y a un camp du bien et un camp du mal. Ce qui me dérange d'ailleurs dans ce débat-là, c'est qu'en effet, vous avez du côté de la gauche souvent l'idée qu'il y a des bons milliardaires et des mauvais milliardaires. C'est-à-dire que Mathieu Pigasse qui vient dire « je vais utiliser les médias que je possède pour défendre les idées qui sont les miennes », ça c'est convenable. Mais en revanche, vous en avez d'autres où là, c'est pas convenable parce qu'ils défendent les mauvaises idées. Moi, ce qui me dérange, c'est quand un actionnaire dicte sa ligne éditoriale à une entreprise de presse et à un média. Ça, c'est déjà un problème. Quand ensuite, des médias ne vivent pas de leurs lecteurs, de leur public, et du coup sont dépendants totalement, par exemple, des annonceurs. Parce que ça aussi, c'est une question qui empêche véritablement le travail journalistique de qualité. Alors, on peut considérer que c'est pas grave. On va supprimer les enquêtes journalistiques parce que ça coûte cher. Et en effet, on aura un modèle médiatique où il n'y aura plus que de l'opinion, des éditorialistes qui discutent sur des plateaux télé, parce que ça coûte pas cher à produire. On peut décider ça. Mais c'est plus exactement le journalisme dont on parle. Donc le problème de la régulation, de la responsabilité, très bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut que dans 10 ans, dans 15 ans, il existe du journalisme, c'est-à-dire de l'information qui nous permette à nous, citoyens, de nous faire une idée du monde dans lequel nous sommes et des grands mouvements de fond. J'ai quand même l'impression qu'il y a des modèles journalistiques qui ont trouvé un financement. Par exemple, Mediapart fonctionne très bien, ils font des enquêtes. Parce qu'ils ont été les premiers et parce qu'il y a une niche idéologique. C'est très particulier. On n'a pas beaucoup de temps, le débat va bientôt se terminer, mais je voudrais quand même un mot parce qu'il y a une commission d'enquête sur le service public qui a fait beaucoup parler en décembre dernier, où effectivement on a révélé certains manquements au pluralisme du service public. Très vite, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que selon vous, le service public aujourd'hui n'est pas représentatif du pluralisme politique des Français, et est-ce qu'il faut, oui ou non, selon vous, le privatiser ? Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un service public militant. Alors, quand Mme Adèle Van Riet, pour qui j'ai le plus grand respect, nous explique que France Inter est une radio progressiste, et elle l'assume, mais qu'elle nous explique qu'être une radio progressiste, ce n'est pas une orientation politique, là, à ce moment précis, j'ai un point d'interrogation immense qui me pousse au-dessus de la tête. Si je dis, imaginons, pour je ne sais quel hasard de circonstances, je sois nommé président de France Inter, et que je vous dis France Inter est une radio nationaliste. Je dis, non, mais c'est pas une orientation politique, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Si je vous dis France Inter est une radio conservatrice, vous me dites, c'est pas politique du tout, mais elle nous dit progressiste. Alors, donc là, on est censé croire ça. Donc, ce qui est fascinant avec nos amis progressistes dans les circonstances, c'est qu'ils, de temps en temps, ils s'échappent. Vous savez, souvent, ces gens-là se parlent entre eux. Donc, ils s'échappent et ils disent, oui, bien sûr, on est progressiste. Mais quand on leur fait remarquer que c'est une orientation idéologique et philosophique qui institutionnalisent une idéologie à même les fonds publics, ils prétendent soudainement ne plus avoir dit ce qu'ils ont dit. Et ils nous proposent une forme de savante interprétation quasiment théologique pour nous dire ce qu'ils voulaient vraiment dire en nous disant le contraire de ce qu'ils ont dit. Bon, donc de ce point de vue,
je pense que le service public, mais ce n'est pas que français. Ce n'est pas que français. On le voit au Canada, on le voit en Grande-Bretagne. Le service public est généralement militant. Ma position par rapport à celle-là, c'est que je ne souhaite pas l'abolition, la privatisation intégrale du service public. Ça, je ne le crois pas nécessaire. Je crois nécessaire, cela dit, d'en réduire la taille significativement. Je pense qu'il faut le recentrer sur des missions essentielles de culture, des missions sur les formations régionales. On peut imaginer des fonctions beaucoup plus classiques en matière de service public, mais cela dit, tout ce qui relève de l'éditorialisation, ou alors si on veut mettre de l'éditorial, il faut avoir le souci de l'éditorial contraire. Or, dans les faits, je me souviens France Inter, parce qu'encore une fois, on a les exemples qu'on a. France Inter, il y a 2, 3 ans, 4 ans, avait mis un truc dans le matin en toute subjectivité. Donc, globalement, on comprend que la ligne de la chaîne, c'est l'objectivité, mais là, ils invitaient 2 conservateurs, semi-conservateurs de temps en temps pour jouer le rôle du jeton réactionnaire. Donc, bon, on finit par comprendre. Oui, je sais bien. Donc, on comprend le jeu. Donc, et de ce point de vue, cette commission me semble absolument nécessaire parce qu'elle dévoile un pouvoir immense, avec par ailleurs de la gabegie, si je peux me permettre, avec un détournement, pas au sens mafieux, mais avec une utilisation abusive de fonds publics au service de certains intérêts privés. Et je ne pense pas que c'est la vocation du français ordinaire, qui est déjà pressurisé sur le mode du citron fiscal, de devoir en plus financer à grands frais ceux qui cherchent à le rééduquer. Natacha Polony, vous qui officiez chaque semaine sur le service public et sur France Inter, je crois, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le service public ? Quand je dirigeais Marianne, nous avions publié un sondage sur ce que les gens lisent comme journaux, ce qu'ils écoutent comme radio, ce qu'ils regardent comme télévision, en fonction de ce qu'ils avaient voté à l'élection présidentielle de 2022. France Inter avait un prisme d'auditoire qui allait d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon. Le reste était absent. Ce qui est un problème pour un service public de l'audiovisuel. Donc ce serait une folie de la part de ceux qui gèrent ce service public de ne pas se poser la question, de ne pas assumer le fait qu'il y a un réel problème à ce qu'une moitié des citoyens français ne se sentent absolument pas représentés par la radio et la télévision qui sont censés leur appartenir. Une fois qu'on a dit ça, il y a des émissions de service public qui sont réalisées, qui ne pourraient pas l'être dans un système privé. Il y a certains types d'émissions de recherche qui, en plus, ne sont absolument pas idéologisées. Ça dépend, évidemment. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de remise à plat. C'est une évidence, parce que la défiance qui est en train de naître va, à un moment donné, inciter, en effet, à porter des discours de privatisation. Et je pense, pour ma part, que ce serait une perte de Mais il y a des moments où ce parti pris est insupportable pour quiconque écoute. Horripilant. Simplement, je pense que la question à se poser, c'est à quoi doit servir un service public de l'audiovisuel ? C'est-à-dire quel type de contenu, en effet, doivent être produits ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça apporte ? Comment ça irrigue le territoire ? Comment ça permet de produire des choses ? Par exemple, les podcasts, vous n'avez que Radio France qui a les moyens de produire autant de podcasts historiques, de choses comme ça, parce que tout simplement, ça ne rapporte rien. Et que c'est pourtant intéressant. Donc il y a un travail à faire. Mais pourquoi on en arrive à un tel degré de défiance et pourquoi vous avez autant de citoyens qui en ont ras-le-bol de cette situation où ils ont l'impression de ne pas se reconnaître ? Parce qu'en effet, ça fait des années et des années que vous avez des journalistes, certains journalistes, qui considèrent que leur rôle, c'est d'être directeur de conscience. C'est d'être des curés, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, quel est le bien, quel est le mal. Souvenez-vous du débat sur le référendum sur le traité constitutionnel de 2005, qui a été le moment de fracture entre les journalistes et les citoyens. Tout simplement parce que quand vous avez 95% des médias qui font campagne pour le oui, alors que 54,5% des Français votent non, ça pose problème. Eh bien, cette fracture-là, elle s'est amplifiée. Elle a incité certains à aller chercher sur les réseaux sociaux ce qu'ils ne trouvaient pas dans les médias, enfin d'abord sur Internet et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne trouvaient pas. Donc ce désamour, c'est de la faute des journalistes eux-mêmes, c'est de la faute du monde médiatique. Mais on ne réglera pas le problème en construisant des bastions où on va fracturer la communauté nationale. On réglera le problème avec un recul
de la part des journalistes pour qu'enfin ils comprennent que s'ils sont la profession la plus détestée, je veux dire même en dessous des politiques, ben, ils ont une part de responsabilité là-dedans. Écoutez, merci Natacha. Je voudrais, on est là pour célébrer le bicentenaire du Figaro. Le Figaro est avant tout un journal écrit avec la presse écrite, bien, même si nous faisons désormais une télévision, si nous sommes sur les réseaux sociaux, si nous faisons aussi des podcasts, nous sommes avant tout un journal de presse écrite. Et il me semble que la presse écrite tient un rôle particulier dans l'organisation du débat public et peut-être dans la défense de la liberté d'expression. Et je voudrais, pour terminer, il nous reste 4 minutes, donc peut-être 1 minute et demie chacun. Est-ce que vous pensez que l'écrit, la plume, joue un rôle particulier dans la défense de la liberté d'expression? Est-ce que vous pensez qu'elle a encore un avenir? Ah, mais j'en suis absolument convaincu. D'autant, je dirais, dans un journal comme Le Figaro, où quand on a le privilège d'y avoir une chronique, et on a eu tous les deux... en fait, je pense que chaque page, surtout à tout le monde en chronique, on l'écrit en ayant l'idée que c'est probablement la page d'un livre. Donc, il y a la possibilité d'avoir une réflexion infiniment plus précise, il y a la possibilité d'avoir une réflexion plus approfondie, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce que je dis à la télévision, je dois d'abord l'avoir écrit quelque part pour avoir formé ma pensée. Et j'essaie de ne jamais former directement ma pensée immédiatement pour la télé, qui évidemment est un autre type de média, qui relève soit de la vulgarisation, soit de la diffusion plus grand public. Donc évidemment que l'écrit est fondamental, mais au-delà même d'un journal comme Le Figaro, je pense que les revues comme l'Audace, comme d'autres, comme Commentaires, comme d'autres revues sont absolument essentielles. Ce sont des revues qui se mettent un peu à l'écart de l'espace public mainstream, mais où se produit une réflexion en profondeur pour penser non pas l'événement, mais l'époque. Et ça, de ce point de vue, ça me semble absolument fondamental. Natacha Polony, on est passé quand même de, comme le dit Régis Debray, de la graphosphère à la vidéosphère. Et peut-être que maintenant on est dans la numérosphère, c'est-à-dire une sphère où le numérique, les images, les extraits se diffusent. Est-ce que la graphosphère, le monde de l'écrit, peut survivre? Oui, parce que c'est un principe de responsabilité. En effet, j'insistais sur ce point-là, mais c'est fondamental. Ce qui est écrit, vous en êtes responsable. Tout ce qui est écrit dans la revue L'Audace implique que le lecteur qui aura gardé cette revue dans sa librairie, dans sa bibliothèque, pourra se replonger dedans dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, celui qui écrit se doit de penser à cela. Et ce code, en fait, de confiance entre celui qui écrit, celui qui produit et celui qui lit, permet une qualité de pensée, d'information bien plus grande que tout ce qui peut être prononcé et qui finalement s'efface. Et le problème, c'est qu'Internet, c'est l'illusion du fait que ça reste. En effet, on peut toujours y revenir, mais le flux est tellement immense qu'en fait, on n'y retourne jamais. Donc, l'écrit a cet avantage. Accessoirement, après, on pourrait parler de l'importance, tout simplement, de faire vivre, de produire, de faire vivre partout les territoires français. Et une revue écrite, ça met en œuvre bien des imprimeurs, ensuite des distributeurs, des maisons de la presse, des libraires. C'est-à-dire que partout, vous participez à cette vie économique plutôt que de faire vivre Google, par exemple, ou ChatGPT. Ça me semble plus intéressant. Un dernier mot pour conclure, Mathieu? Oui, non, en fait, simplement dire de la responsabilité des journalistes qui eux-mêmes doivent faire quelque chose d'essentiel. Je vous raconte une anecdote québécoise en un instant. J'ai une personne que je connais à Montréal qui est chroniqueuse et à un moment donné, lui manquait le temps de faire sa chronique. Donc, elle demande à Grok ou à ChatGPT d'écrire sa chronique à sa place dans son propre style. Le papier sort, je regarde ça, elle me dit « Oui, j'ai fait quelques améliorations, mais ça me ressemblait. » À ce moment précis, j'ai eu envie de me flinguer. À ce moment précis, je me suis dit qu'on était devant une catastrophe de l'intelligence, mais paradoxalement, devant cela, il va y avoir un devoir, je crois, littéraire dans le journalisme qui va revenir. Quoi qu'on en dise, l'écriture a toujours flirte d'une manière ou de l'autre avec la littérature, et je pense que pour ne pas se faire groquiser ou chat-GPTiser, le journalisme devra renouer un peu avec l'idéal de ce qu'était la littérature, et de ce point de vue, c'est heureux de le dire au Figaro. Merci beaucoup. Je vais terminer par une citation justement de Villemezan sur Le Figaro. « L'enfant de Beaumarchais n'est pas né pour mourir, il porte avec lui la tradition de cet esprit souple et vif qui, sous tous les régimes, tantôt triomphant et épanoui au soleil, tantôt persécuté et proscrit, a prévalu contre la calomnie de Basile. » Alors j'espère que cet esprit soufflera encore longtemps. Merci à vous pour ce débat absolument passionnant et merci à vous, cher public.